Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui aujourd'hui vais vous parler d'un jeu qu'il a déjà abordé par le passé, mais qui ne pouvait pas passer outre les merveilleuses choses qui s'en viennent pour cette gamme, pour ce jeu, pour cette œuvre, et je parle ici de Troika. Vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne un actual play qu'on a fait du jeu à la poursuite du Gobelin Rouge, ainsi qu'une première critique que j'avais fait. Eh bien, disons qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses pour Troika, autant de la gamme en soi, des nouveaux produits qui sont sortis, autant de mes propres expériences personnelles. Et je trouvais ça important et intéressant aussi de venir vous en reparler, surtout qu'il y a quelque chose de spécial qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines, et vous allez voir, en fait. Avant toute chose, qu'est-ce que Troika? Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que Troika, ou plutôt qui a créé Troika? Troika, en fait, est une création de Daniel Sills de la compagnie Melzonian Council Art, une compagnie anglaise. C'est un jeu qui est inspiré d'une série de livres du nom de The Book of the New Sun de Gene Wolfe. C'est vraiment foncièrement inspiré de ça. On va pas se le cacher. Il y a beaucoup d'éléments qui reviennent et qui ressortent, même si c'est du non-dit. Il n'y a jamais dans le livre, il va être spécifiquement mentionné cette série d'ouvrages. C'est un open game licence, dans le fond, que les règles sont donc ouvertes, accessibles et modulables. Donc, plusieurs personnes ont pu s'approprier le jeu, faire des modules, faire des pamphlets et les revendre par la suite sans problème. C'est un jeu qui est comme collectif en soi, en quelque sorte. Et pourquoi est-ce que je viens vous en parler aujourd'hui? Eh bien, parce que le jeu va être en traduction chez une boîte française du nom de Pattern Recog Edition, Edition, j'ai comme voulu dire le mot Edition avec un accent anglais. C'est une boîte vraiment très cool que j'apprécie énormément, qui ont déjà fait de la traduction de Hypertellurien, qui est un petit jeu OSR qui se veut une espèce de science fantasy, science fiction des années 50. Là. C'est vraiment, vraiment flyé pour de vrai. Et ils ont eu, dans le fond, les droits pour faire la traduction française de Troika. Et je trouve que c'est une merveilleuse opportunité pour le public francophone de découvrir ainsi cette gamme qui est, selon moi, excessivement riche et qui sort des sentiers battus à de nombreux égards. La date, d'ailleurs, pour les gens qui écoutent, la date de lancement pour on va dire, la campagne de sous-financement est le 22 novembre 2021. Donc, au moment où est-ce que vous écoutez cette vidéo, c'est possible que la date s'en vienne, comme c'est possible aussi que la campagne soit en cours actuellement. Donc, attendez pas, allez voir immédiatement sur Internet, allez voir sur Facebook, sur le Facebook de la compagnie de Pattern Recog Edition, et regardez voir si la campagne est actuellement en cours. Côté thématique, qu'est-ce que Troika? Eh bien, c'est beaucoup de choses. Troika est un jeu de rôle de science-fiction fantasy, écrit dans la tradition vraiment des RPG britanniques des années 80. La création de personnages se fait en quelques minutes, rapidement. Il y a une pléthore de backgrounds qui servent a priori de classe, qui vont définir en fait plusieurs choses, qui vont définir les spécialités des personnages, leur origine, d'où est-ce qu'ils viennent, leur sortilège et tout ça. Tout ceci va être donné par leur background. Il y en a, comme je mentionne, il y en a 36 au hasard qui vont être choisis au hasard pour la création, mais il est également possible d'aller piger dans de nombreux suppléments pour, dans le fond, compléter, si on veut, votre équipe de personnages. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux 36 qui sont dans le livre de base. Vous pouvez aller voir dans n'importe quel autre supplément. Il y a même des suppléments qui ne sont uniquement que des backgrounds. Et ça fait un peu la richesse de la chose, parce que, selon moi, c'est un des points forts de Troika, c'est, on va dire, l'image qui va nous évoquer, disons, la description des différents backgrounds. Je vais en revenir lorsqu'on va aborder vraiment le concept de ma critique personnelle du jeu en soi. Donc oui, Troika, c'est tout et rien en même temps. Ça peut être ce que vous voulez, même si à la base, il y a quand même une prémisse, il y a quelque chose qui est défini. C'est que l'univers le cadre du jeu est très ouvert, à la manière où est-ce que les personnages, les joueurs vont interpréter des personnages qui vont voyager entre des sphères qui sont des plans. Les plans, dans le fond, l'univers est composé de multiples sphères, des espèces de boules dans lesquelles il y a des univers, pas des univers, mais des mondes en soi qui sont régis par leurs propres règles et règlements. Donc, c'est un peu comme, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu Doctor Who, même un peu Star Trek, des choses comme ça, il y a, ou même Planescape de Donjon Dragon, où est-ce que vous allez voyager entre les plans. Je vois un peu Troika comme étant un genre de Planescape sur l'acide, dans le sens que les joueurs vont se promener, se déplacer, changer de plan et vivre des aventures au gré, dans le fond, de leur découverte, au gré de leur rencontre. Sauf que
C'est ça l'affaire, c'est que Troika ne se limite pas, si on veut, aux différents plans officiels, par exemple de Donjon Dragon avec le plan du feu, Mécanus, etc. Dans Troika, il y a des plans pour absolument tout. Il va y avoir un plan, vous allez rentrer à l'intérieur et ça va être, dans le fond, tout le monde va être composé de guimauves. Vous allez rentrer dans un autre plan et tout le monde va... ça va être une espèce de reconstitution de la Deuxième Guerre mondiale, des choses comme ça. Et c'est un peu aussi la beauté de ça, c'est que chaque pamphlet, les personnes qui vont vouloir créer leur propre aventure, module, pamphlet de Troika, ils vont pouvoir créer un univers déjà à la base qui n'existe pas, qui va fonctionner avec les règles de Troika, qui va être officiellement dans l'espèce de méga univers, dans le multivers de Troika, mais qui ne sera pas nécessairement connecté entre ces fameux plans ou entre ces fameux univers. C'est un peu une manière de voir le jeu dans le sens que vous pouvez jouer en demeurant dans un seul univers et vous dire « Ok, guys, l'aventure qu'on vit aujourd'hui se déroule dans cette sphère-là, dans ce plan-là. » Et vous, dans le fond, vous n'êtes pas nécessairement des voyageurs extraplanaires qui vont se déplacer entre les plans. Vous allez demeurer dans ce contexte-là et l'histoire va s'y dérouler. Et c'est tout à fait louable. Mais rien ne vous empêche de vous dire « Hey, moi, je veux vraiment le goût de jouer vraiment à la manière d'une aventure rocambolesque où est-ce qu'on va se déplacer sans cesse entre les plans. » Eh bien, ça aussi, c'est une autre manière, si on veut, de prendre la bête, de prendre le jeu. Et pour ma part, je trouve que c'est la façon de voir Troika de la manière la plus amusante, c'est justement de vouloir se dire on va exploiter le plus qu'on peut le concept du multivers, parce que le livre fait mention, en fait, du multivers, fait mention des plans, des sphères, mais il y a très peu d'informations officielles du livre de base qui expliquent le fonctionnement entre le déplacement entre les plans, ou c'est quoi les véhicules, comment est-ce qu'on rentre à l'intérieur d'un plan, comment est-ce qu'on en ressort, est-ce que les gens sont conscients qu'ils sont comme dans un multivers ou non. C'est vraiment à la discrétion du DM, bien qu'il existe de nombreux suppléments qui vont, dans le fond, proposer des alternatives pour pouvoir gérer toutes ces règles-là. Et c'est un peu pour ça aussi que je vais vous présenter à la fin de la critique, dans le fond, des modules que je trouve pertinents à posséder dans le contexte de vouloir s'amuser avec Troika. Côté système de jeu, malgré sa mise en contexte, ce que je viens de vous expliquer, c'est assez chaotique. T'sais, dans votre groupe de joueurs, vous allez avoir un homme mousse, un chevalier errant, un scientifique d'un autre univers steampunk, et pourquoi pas une espèce de chien parlant. T'sais, ça va être ça votre groupe d'aventuriers. Malgré tout ce visuel, cette mise en contexte qui est excessivement chaotique et étrange, le système en soi est tout sauf compliqué et n'est pas vraiment difficile à saisir. Et je pense aussi que ça fait sa force parce que maintenant, il y a une limite de choses à assimiler, puis c'est important. Je pense que c'est un très bon jeu pour avoir un système simple qu'on peut modifier à notre sauce face à justement les multiples possibilités qu'il existe en termes de roleplay, en termes d'aventure et tout ça. C'est simple, ok. En fait, les règles mettent en avant le principe des personnages est plutôt simple. Les personnages ont une endurance. Ils ont une seule habilité générale qui représente l'ensemble de leurs caractéristiques et des points de chance ainsi que des capacités qui vont pouvoir, dans le fond, utiliser dans certaines circonstances. Fait que, par exemple, mettons que nous prenons un magicien, un magicien du temps. J'invente un background de même, peut-être que ça existe déjà. Le magicien du temps va avoir sa compétence, son habilité à 4, on va dire ça comme ça. Eh bien, toutes ces caractéristiques, c'est comme s'ils étaient à 4. Il n'y a pas, dans le fond, de force, dextérité, intelligence, constitution, sagesse et charisme. C'est 4. Et là, comment ça fonctionne? Eh bien, vous prenez 2d6. Vous lancez et vous devez avoir égal ou plus bas que votre niveau d'habileté générale qui est dans ce cas-ci 4. On s'entend qu'avec 2d6, avoir 4 ou moins, on dirait le pourcentage de chance n'est pas si élevé que ça. Et c'est pourquoi il y a en fait ce qu'on appelle les compétences avancées. Dans le sens que vous avez votre endurance, votre habileté générale, votre chance qui vous permet de pouvoir influencer dans des combats, des choses comme ça. Eh bien, il existe également les compétences avancées qui est une autre des grandes forces du jeu, selon moi, c'est dans le fond dans quoi est-ce que votre personnage est bon. Vous voyez ça un peu comme les compétences à Donjon Dragon, par exemple, où vous avez de l'athlétisme, vous avez de l'acrobatie, vous avez de la diplomatie, des choses comme ça, persuasion. Eh bien, à Troika, les compétences vont être définies selon le background, et ça va être des choses du genre, par exemple, à la pêche, ou
perception. Perception, ça peut en être une. Sauf qu'elles ne sont pas limitées à une liste précise. La liste qui est présente dans l'ouvrage de base, elle est non exhaustive, dans le sens qu'il peut en avoir vraiment beaucoup plus, et de nombreux suppléments, qu'ils soient officiels ou non, vont proposer des alternatives et une série de background, pas de background, mais de compétences avancées que les joueurs vont pouvoir prendre au besoin, parce que dans le fond, chaque background va avoir ses compétences à lui, qui vont être uniques à lui, bien que certains termes généraux vont revenir, comme la perception, la persuasion, des choses comme ça, qui demeurent, on va dire, accessibles à tout le monde, va se retrouver dans plusieurs backgrounds, mais la majorité d'entre eux vont aussi avoir des compétences avancées qui vont leur être très uniques. On prend par exemple, je livre comme ça dans mes bains, le livre de base, et je l'ouvre sur un des backgrounds au hasard, et j'ai pris le background, dans le fond, du thaumaturge. Bon, c'est pas quelque chose de trop flyé, on s'entend. Le thaumaturge a une compétence avancée en astrologie. Il a un point en astrologie, tout simplement. Et c'est ainsi que vous avez différentes compétences qui vont avoir différents niveaux on va dire, de points investis à l'intérieur, qui va vous donner un bonus conséquent lorsque vous allez faire votre jet d'habileté générale. Donc, on prend par exemple le thaumaturge qui a 1 en astrologie, et qui avait, on va dire, 4 dans son agilité générale, dans son habileté générale plutôt. Il va lancer ses 2d6. Eh bien, ce n'est pas égal ou en bas de 4 qu'il doit avoir, c'est égal ou en bas de 5, si c'est un jet qui a un lien avec l'astrologie. Pourquoi? Eh bien, parce que, en tant que compétence avancée, celle-ci va être appropriée au moment de son jet, donc elle va être comptée. C'est un peu comme un bonus de compétence dans un jet, dans un autre jeu de rôle. Ça revient un peu au même, sauf que celui-ci va s'additionner au seuil de difficulté qui est défini par l'habileté générale, dans le fond, du personnage, qui est ici 4. Et comme je vous dis, dans le fond, chaque background va avoir ses caractéristiques qui vont être très, très, très précises. Pas ses caractéristiques, mais ses compétences avancées qui vont être très précises. Comme par exemple l'enfant Vengeful Child, qu'il l'appelle en anglais, qui va avoir un point de compétence en vengeance. Donc, lorsque le joueur va vouloir, on va dire, émettre une action, poser une action, il va vouloir avoir un point de plus, un bonus dedans. Il va peut-être essayer de tourner un peu les règles de son bord pour essayer de donner un sens à ce que l'action soit interprétée à la manière d'une vengeance, ou que c'est un acte qui est causé par la vengeance, et ainsi avoir son bonus approprié. Fait que je trouve que c'est comme le côté OSR, beaucoup de jeux qui embarquent, où est-ce que c'est une discussion qui va être avec le DM, et c'est dans l'explication du joueur qui va pouvoir, oui ou non, avoir le bonus approprié qui va être offert par, dans le fond, sa compétence avancée. C'est ce qu'il est, en fait, on va dire, du système général du jeu, bien qu'il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte. Par exemple, le combat, dont il y a plusieurs, on va dire, actions possibles lorsqu'il y a un combat, que ce soit viser, se cacher, ou se défendre, attaquer, des choses comme ça. Les combats, c'est des jets opposés. Lorsqu'il y a des jets opposés, eh bien là, rendu là, ce n'est pas le plus bas qui gagne, mais le plus haut. Donc, lorsque vous lancez vos 2d6, là, votre but, c'est d'additionner à ce 2d6-là votre habileté générale qui, dans le cas présent de l'exemple du thaumaturge, était 4. Donc, ça va être 2d6 plus 4, et la personne qui a le plus haut l'emporte. C'est vraiment... Les règles générales, ça ressemble à ça. C'est super simple. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est que c'est aussi excessivement modulable. Vous pouvez rajouter des règles optionnelles, vous pouvez rajouter différents systèmes à l'intérieur du système en soi pour pouvoir rendre le tout un peu crunchy. C'est à vous de voir. Et je pense que ça fait la beauté du jeu, c'est qu'on n'a pas l'impression de casser, si on veut, une espèce de sentiment d'équilibre entre les backgrounds ou entre le système en soi, parce que celui-ci est tellement simple qu'on n'est pas en train de débalancer le tout avec des calculs supplémentaires et autre chose de ce genre-là. Petit élément d'ailleurs que je voulais mentionner, que je trouve quand même cocasse, Troika a un système, dans le fond, d'initiative qui fonctionne avec un paquet de billes dans lesquelles, ou des jetons, ou peu importe, des petits objets que vous allez pouvoir mettre dans un sac et que vous allez pouvoir piger, et qui va, dans le fond, définir qui... c'est autour de qui de jouer. Donc, vous allez piger une bille et chaque joueur va avoir une série d'une couleurs qui va lui être associée. Et lorsque vous allez piger la couleur du joueur, eh bien, ça va être à son tour de jouer. Les ennemis vont avoir leur couleur aussi, mais il y a également une couleur qui est pour la fin du round,
qui fait en sorte qu'on va reprendre toutes les billes qu'on a déjà pigées, les remettre dans le sac et recommencer un nouveau round. Donc, les combats peuvent être très inattendus, stressants, très courts ou au contraire très longs. On ne sait pas trop comment ça va tourner parce que dans un seul round, eh bien, quelqu'un peut faire... Tout le groupe de joueurs a peut-être le temps d'attaquer, puis là, c'est la fin du round, puis on recommence, puis ils ont autant de chances, pourcentage de chances de recommencer à attaquer, alors que dans un autre contexte, un seul joueur a le temps de faire quelque chose, et après ça, tous les ennemis y vont. Bref, c'est comme, on va dire... une certaine complexité à prendre en considération lorsqu'on veut vraiment s'embarquer dans un combat ou du moins dans une séquence d'action. Je trouve ça intéressant. C'est pas nécessairement le truc que j'adore le plus dans ce jeu-là, mais tout de même, ça demeure intéressant. Donc, pour les curieux, le système de Troika est basé sur le système de jeu des défis fantastiques, le jeu de rôle, ou en anglais aussi Advanced Fighting Fantasy, qui est lui-même basé sur le système de jeu des livres dont vous êtes les héros. C'est un système qui, justement, permet une certaine... qui peut être très modelé et très modelable. Et ainsi, vous pouvez même aller chercher des monstres qui vont se trouver dans les livres de Advanced Fantasy et les adapter sans problème, dans le fond, au livre de Troika. Concernant vraiment le visuel du jeu, eh bien, wow! C'est un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie en termes de, on va dire, d'originalité. Les dessins à l'intérieur sont de toute beauté. Je ne vais pas nécessairement vous le montrer parce que je trouve ça tout le temps un peu difficile de comme juste montrer un petit livre, faire « regardez comment c'est beau! » À la place, je vais seulement envoyer des images à mon très cher monteur et qui va les faire apparaître ici et là, autour de moi, j'imagine. J'espère, parce que sinon on dirait que je fais juste claquer dans le vide. Donc oui, les Troika possèdent un visuel très décalé, très surréaliste, à la limite abstrait. Les backgrounds de personnages sont représentés par, on dirait, des espèces de peintures cubisme qui vont dans tous les sens. C'est pas nécessairement ce qui est pour tout le monde. C'est pas nécessairement pour tout le monde. J'ai déjà entendu des gens qui ont été plutôt réfractaires à cette espèce de prise de décision artistique. Mais pour ma part, je trouve que ça fait vraiment l'unicité du jeu. Ça crée... on reconnaît les dessins de Troika. Lorsqu'on envoie les dessins officiels, on fait « OK, ça c'est Troika ». Et même lorsqu'il y a des dessins non officiels, souvent ils vont s'inspirer des dessins, des illustrations officielles pour pouvoir créer leur œuvre. Et on va pouvoir ainsi facilement se dire « Oh, OK, ce dessin de poisson avec des jambes, c'est définitivement Troika ». Parce que oui, ça serait le genre de choses qu'on trouverait dans ce jeu-là. Côté critique, eh bien, Troika, j'adore ce jeu-là. Pour vrai, c'est tellement bon sur tellement de niveaux. Et c'est sûr que pour ma part, je serais beaucoup plus du genre à venir justement explorer à fond l'aspect du multivers. Pour ceux qui ont écouté l'actual play qu'on a fait, c'est vraiment ça que je suis venu, dans le fond, mettre de l'avant. C'est le voyage entre les plans, la découverte, l'étrangeté, le choc des cultures, le choc des méthodes de pensée et tout ça. Et on va dire juste, pas nécessairement le combat, pas nécessairement on va dire la violence ou l'intrigue. Non, c'est vraiment juste le fait de vouloir vivre une aventure surréaliste dans un contexte où on voyage entre des sphères qui n'ont rien en commun les unes aux autres. Pour ma part, c'est un jeu qui est tellement beau sur plein de niveaux, que ce soit pour les livres officiels, que ce soit sa communauté qui est très investi et qui crée beaucoup de contenu accessible à tout le monde, autant sur Itch.io, du contenu gratuit, qu'en boutique pour du contenu payant qui a été imprimé, parce qu'il existe beaucoup de choses qui est en PDF, beaucoup de choses qui est physique. Et pour ça, et pour les multiples aventures que j'ai vécues dans ce monde-là, dans ce jeu-là, je ne peux que fortement conseiller Troika. Je trouve que c'est vraiment une belle manière de sortir de sa zone de confort sans nécessairement embarquer dans un système complexe, compliqué, qui est difficile à prendre en main, bien que je conçois qu'un DM devrait peut-être prévoir quand même bien son aventure, peut-être prendre un module précis. Il y a des petits pamphlets qui sont trouvables sur Internet qui permettent de vivre vraiment des aventures dans une seule sphère, bien que celle-ci va être complètement flyée, mais je trouve que c'est peut-être un peu difficile au début à prendre en main, parce que j'ai des commentaires qui disent des gens qui font « Ok, j'ai Troika, mais je fais quoi avec ça maintenant? Tu sais, je lis le livre, mais je fais quoi? » Eh bien, c'est un peu ça, vous faites ce que vous voulez, en explorant ou non le concept du multivers, c'est à vous de voir. Mais pour ma part, c'est vraiment le jeu qui, dans mon top 5 à vie, rentre assurément à l'intérieur, parce que c'est facile, c'est simple, c'est décalé, c'est fou. Tout le monde, je pense, pourrait y trouver une certaine qualité ou un certain plaisir, parce que, puisque la possibilité d'y faire ce qu'on veut est
est dans le fond sur la table, eh bien, c'est à vous de voir jusqu'où vous êtes prêt à aller dans la création de votre personnage, jusqu'où vous êtes prêt à aller dans la folie que vous voulez intégrer dans ce livre-là. C'est vraiment, pour ma part, même dans l'écriture, ça c'est un côté que je trouve qui est tellement bon dans ce jeu-là. L'écriture, elle est évocative comme ça ne se peut pas. Dans le sens qu'il y a tellement peu de choses qui sont mentionnées sur Troika en soi, parce que Troika, c'est comme une espèce de cité à la même manière de Sigil dans Planescape. Troika, c'est une cité où, dans le fond, où se lient les plans et où les gens peuvent se rencontrer et tout ça. Eh bien, même s'il y a très peu d'informations sur la cité en soi et très peu d'informations sur l'univers élargi en soi, chaque background a des termes, a une courte description qui, tout en restant très nébuleux, va ouvrir tellement de portes et va faire germer tellement d'idées dans votre esprit. Et c'est ce que, selon moi, une de ses plus grandes forces, au-delà de sa prémisse de base, c'est son écriture qui permet de pouvoir tirer le maximum d'idées d'une définition pourtant si courte. Je trouve ça ahurissant. C'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte de voir ce que Pattern Record Edition vont proposer dans la traduction, comment est-ce qu'ils vont mettre cet aspect-là de l'avant, parce que je trouve que c'est primordial, mais vu les traductions qu'on fait auparavant, je suis absolument pas inquiet du tout de la chose. Et en conclusion, parce que je trouvais ça important également de donner un petit plus aux gens qui avaient peut-être écouté ma première critique de Troika, bien que j'imagine que je suis un poil plus à l'aise dans celle-ci actuelle, parce que c'était quand même dans mes premières vidéos. J'ai, dans le fond, un petit condensé, c'est 5 modules que je vous conseille, que je pense qu'à partir du moment où est-ce que vous allez, admettons que vous vous procurez le livre en anglais ou le livre en français suite à la traduction, eh bien, je vous propose 5 modules qui pourraient être vraiment intéressants à avoir et à vivre dans une aventure de Troika. Le 5e, c'est je pense que c'est un de mes plus récents que j'ai eu. C'est, et vous allez voir à quel point le jeu est fou, c'est The Werewolf of Wall Street. Et oui, vous connaissez The Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio, basé sur l'histoire vraie de l'homme de finance. Eh bien, Werewolf of Wall Street, écrit et illustré par Wyatt, et ça le dit dans le titre, c'est les loups-garous qui ont pris le contrôle de Wall Street. Vous voyez ça un peu comme une espèce de dystopie où les loups-garous contrôlent le marché de Wall Street, de la science-fiction un peu à la cassette futuriste années 80 style. Donc à l'intérieur, il y a des backgrounds en lien avec le Wall Street. Il y a aussi des stats, des caractéristiques de créatures comme des loups-garous ou une machine à photocopier tueuse, des choses comme ça. Et c'est tout ça, en fait, ce petit module-là, c'est une sphère en soi, dans le sens que c'est comme un univers où vous pouvez vivre une histoire qui va se dérouler exclusivement dans l'univers de Werewolf of Wall Street. Donc, il y a tout à l'intérieur, que ce soit la prémisse de base de l'univers, les backgrounds qui sont proposés, les quelques spells peut-être, parce que oui, il y a des sorts, je sais pas tout dit, les quelques spells peut-être, les créatures, le contexte et tout ça, ou peut-être même que vous êtes des aventuriers qui arrivent de nulle part et qui débarquent dans cet univers-là pour X, Y, Z raison. Fait que Werewolf of Wall Street, vraiment très très cool, je le conseille à tous, je l'ai beaucoup aimé. 4e, c'est un module officiel en fait que je propose et il s'agit de Acid Death Fantasy, justement de Malzonia Art Council, écrit par Luke Gehring. C'est, voyez-vous, c'est un peu comme, c'est Dune sans Dune. C'est exactement ça. On va voir sur le cover. Là, il y a la couverture, c'est pour ceux qui l'écoutent en audio, je vais vous le décrire. Il y a comme un monsieur sur une espèce de planche qui se fait poursuivre par un gigantesque ver de sable. Donc, c'est très Dune. Et c'est un peu ça la prémisse aussi de la sphère, c'est que c'est un univers qui propose une mise en contexte où les gens vivent isolés les uns des autres dans une espèce de grand désert chaotique. Et il y a des cités-États qui poussent un peu partout avec des grands dirigeants, on va dire, excentriques et maléfiques. Et bien, vous vivez votre quotidien là-dedans, vivant les aventures que vous voulez. C'est un autre module à la même manière que Werewolf of Wall Street, c'est son univers en soi, c'est sa sphère en soi. Vous pouvez jouer uniquement dans celui-ci ou aller explorer plus loin. 3e module, eh bien, c'est un ex-aequo. C'est un ex-aequo parce que je trouve que les deux font exactement la même job. Il s'agit de Empty Sector de Matt Kay, ainsi que A Thousand Pounds of Canva de Mark Conway. Les deux offrent exactement la même chose, c'est-à-dire des backgrounds. Ils offrent
que des backgrounds, uniquement des backgrounds. Et ce qui va les différencier, c'est que A Thousand Pond Canva va proposer 36 backgrounds qui ont aucun lien les uns aux autres. Fait que, mettons que vous voulez choisir au hasard votre personnage, vous lancez un dé de pourcentage, admettons. Et vous allez voir s'il y a un chiffre qui connecte bien. Et vous faites par exemple, OK, je vais jouer aujourd'hui, mon personnage sera un salesman avec... je suis une abeille avec une barbe et je suis un salesman. C'est ça votre background. Je ne dis pas que ça va être nécessairement une bonne chose, mais c'est votre background. Ou un autre exemple comme ça. Je suis une sentinelle de l'ordre de Urs. Voyez-vous, c'est super mystérieux. On n'a aucune idée c'est qui Urs. On ne le sait pas pantoute. Et la description qu'il va avoir va vous donner un avant-goût de qu'est-ce qu'une sentinelle de l'ordre de Urs, sans nécessairement trop vous en dire, vous permettant ainsi de créer à votre guise qu'est-ce qu'il en retourne, qu'est-ce que Urs, c'est quoi votre job en tant que sentinelle de Urs. Et c'est aussi un peu la beauté de ce jeu, c'est qu'il va vous lancer des idées et vous allez les attraper et les faire ce que vous voulez un peu avec. Et pour ce qui est de Empty Sector, eh bien c'est sensiblement la même chose, sauf que Empty Sector va se focusser exclusivement sur des backgrounds qui ont lien avec la science-fiction de tous les genres. Et je trouve que ça peut être très intéressant dans le contexte où est-ce que vous voulez vraiment jouer sur le multivers et le voyage entre les plans. Il y a des beaux backgrounds là-dedans avec des très très beaux dessins qui vont, dans le fond, vous permettre de venir explorer cet aspect-là du jeu, comme par exemple un navigateur impérial, c'est un background, ou un astronaute abandonné, c'en est un voleur, un void thief, un voleur du néant. Je sais aucune idée de ce que ça fait, mais ça doit être vraiment super cool parce que Troika, c'est ça, c'est juste cool. C'était mes deux numéro 2, j'ai un peu triché. Et en fait, mes deux numéro 3, j'ai un peu triché. Mon numéro 2, pour faire ça court, ça nomme, je ne l'ai pas fait malheureusement physiquement, il existe en version virtuelle, c'est Freebooting Rogue from the Infinite Void de iRook Games. Un peu à la même manière que Empty Sector, il va proposer uniquement des backgrounds. En lien beaucoup avec une partie à la Mindjammer de Donjons Dragons, où est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'aspect justement, l'espèce de setting science fantasy de Donjons Dragons, où est-ce que vous allez voyager dans l'espace et puis vous battre avec des nains, puis des flageolants mentaux et des choses comme ça. Eh bien, c'est exactement ça. Ça va venir chercher cet aspect-là du jeu. Je trouve que ça me fait un peu penser à Empty Sector, sauf que ça va vraiment venir titiller l'aspect beaucoup plus fantasy. Et pour ma part, je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est très, très, très à propos avec Troika dans le contexte de vouloir voyager dans le multivers. Et finalement, le premier, numéro 1, qui n'est pas nécessairement le meilleur. Je ne sais pas pourquoi je fais comme un top 5, là, mais c'est juste parce que je trouve que c'est intéressant à mettre de l'avant puis à mettre un numéro, je sais pas. C'est Etherway de Jason Totsi. Je ne l'ai pas non plus physiquement, bien qu'il existe, je crois. Je l'ai en PDF. C'est, dans le fond, c'est une mise en contexte. Autant à l'intérieur de ce petit module-là, il va y avoir des backgrounds, il va y avoir également des items, des sorts, mais il va aussi avoir une espèce de présentation, en quelque sorte, d'une manière de voyager entre les plans, qui est une espèce d'autoroute à pied. Où est-ce que les gens voyagent et se promènent et à certains endroits, et dans le fond, cette autoroute-là va être connectée entre certaines sphères. Imaginez comme une espèce de grand pont victorien avec des lampadaires, puis vous promenez sur ce pont-là, puis vous dites « Ah, ok, ouais, c'est ici que je débarque », mais c'est pas plus expliqué vraiment comment est-ce que tu débarques du pont pour entrer dans une sphère, c'est pas vraiment dit. À la fin, il y a des espèces de possibilités qui sont montrées, ça peut être une échelle ou une espèce de portail qui vibre ou autre chose, bien qu'il existe des vaisseaux volants, une espèce de barque dorée, comme ils disent dans le livre, pour pouvoir se déplacer. Eh bien, Etherway propose justement cette espèce de pont-là qui va relier différents points, et je trouve que c'est très évocateur, je trouve que ça donne énormément d'idées, et on rajoute de ça les backgrounds, et on rajoute de ça les items et les sorts. C'est pour moi un des modules les plus intéressants à posséder. Hey, ça ressemble à ça, hein? Je viens de vous faire quand même une très belle présentation de Troika. Pour ma part, c'est
un incontournable du jeu de rôle que je vais assurément jouer encore pour de nombreuses années à venir. Je vous encourage fortement à aller voir la campagne de sous-financement de Pattern Record Édition au moment où est-ce que vous écoutez cette vidéo, s'il est encore lieu. Sinon, bien, il est de vous procurer le volume, que ce soit en PDF, que ce soit en version physique, en français, si c'est votre dada. Je trouve ça très cool. C'est une très belle opportunité pour la clientèle francophone de découvrir cette gamme-là qui a vraiment été capable de se différencier dans une masse de jeux qui n'en finit plus. Je me plains pas, j'adore ça, mais elle était capable d'avoir son petit projecteur tourné sur elle parce que n'en demeure pas moins que Troika est une œuvre bien unique en soi et que j'espère que tout le monde va au moins prendre le temps d'y jeter un coup d'œil. Merci encore, je vous encourage fortement à liker la vidéo, partager, commenter. On a aussi également un Patreon si jamais vous êtes intéressé à nous lancer quelques piécettes dans le visage. Et sinon, on se dit à la prochaine fois.